L'économie, l'environnement, la démocratie, nos sociétés sont en crise. La faute de nos élites, point d'interrogation. On en parle avec Jean-Luc Vingère qui évoque le syndrome de Marie-Antoinette dans le grand angle du 64 minutes. Bonsoir Jean-Luc Vingère. Bonsoir. Alors vous êtes ingénieur de formation, vous avez travaillé dans le développement des start-up numériques, vous avez travaillé aussi sur les questions d'énergie. D'ailleurs, en 2005, vous avez publié La vie après le pétrole, je crois que c'était aux éditions Autrement. Vous avez fait du conseil et de la recherche en développement durable. Et puis en 2013, vous aviez rejoint la Fondation Internet Nouvelle Génération. Et puis vous publiez aujourd'hui Le syndrome de Marie-Antoinette, que faire lorsque les élites ont perdu la tête, aux éditions Les Liens qui libèrent. En deux mots, votre constat de départ, le modèle occidental, en gros le capitalisme héritier d'Adam Smith et de Ricardo, est dans une impasse, vous dites, une impasse politique, mais aussi, et en pleine conférence climat COP21, d'un point de vue environnemental. Nous vivons depuis des siècles sur une fable de cohésion. C'est ce que vous appelez la fable de cohésion, c'est-à-dire notre prétendue science économique ajoutée à nos droits de l'homme. C'est ça la fable de cohésion de notre société? Oui, en fait, on est dans une crise de la civilisation occidentale et de son modèle de développement. Ça, on l'a perçu. Et effectivement, chaque société a une fable de cohésion, et ce qu'on partage beaucoup en Occident, c'est cette vision de l'économie, la vulgate économique, l'idée que les marchés s'autorégulent, et puis une idée des droits de l'homme et du citoyen. Ces deux composantes, il y en a d'autres. Par exemple, en France, après, au niveau national, on va avoir, par exemple, les valeurs républicaines. Il y a des choses qu'on va avoir qui... Mais là, cette fable de cohésion dont vous venez de parler, elle domine, je dirais, en Occident depuis plusieurs siècles. Voilà, exactement. Ouais. Ça fait effectivement plusieurs siècles qu'elle domine. Et là, elle arrive en bout de course. Et on voit bien que toutes les solutions qu'elle propose et dans lesquelles finalement les élites n'arrivent pas, desquelles les élites n'arrivent pas à sortir, eh bien, nous envoient dans le mur. Alors, finalement. Cohésion, on voit bien ce que ça veut dire. Pourquoi une fable? Parce qu'en réalité, c'est pas fable dans le sens mensonge, c'est dans le sens élément d'imaginaire. Parce que si on veut faire quelque chose d'un peu résumé, un peu synthétique, simplifié, pour que tout le monde puisse le percevoir, forcément, quand on simplifie, c'est limite de la vérité. Et donc là, on a un peu raconté une fable, notamment en économie. Adam Smith dit « Ah ben voilà, tous les marchés pourraient s'auto-équilibrer ». Et finalement, c'était une hypothèse. Ricardo l'a repris 40 ans plus tard. Et on est parti là-dessus pour la science économique en disant « Oh bah oui, il faut que les marchés s'autorégulent ». C'est une utopie, en fait, qui finalement, on voit que ça ne fonctionne pas. Et alors, vous dites dans votre livre qu'au moment de la crise, en fait, la première grande crise pétrolière dans les années 70, on aurait pu choisir une évolution différente. Et au contraire, on a accéléré encore et on est allé vers un néolibéralisme pur et dur avec Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Donc c'est un choix qui a été fait par les élites. Tout à fait. Là, l'Occident... Alors, il ne faut pas oublier que c'était la guerre froide. On ne peut pas jeter complètement la pierre. Donc, il y avait quand même ce match contre le bloc communiste, qui maintenant a disparu. Mais effectivement, ils auraient dû se dire le monde devient complexe. Là, il s'agit de changer de modèle, commencer à organiser un virage. Et non, ça a été... On met les manettes à fond et on y va vers du néolibéralisme, on libéralise la finance, le marché plein gaz. Et maintenant, on voit ce que ça donne. Et donc, vous ciblez, le sous-titre de votre livre y fait référence, vous ciblez les élites qui auraient perdu la tête. Toutes les élites, et pas seulement les élites françaises. Les élites françaises en prennent pour leur grade, mais toutes les élites. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas uniquement français, ce problème. Ouais. On voit bien que les problèmes, notamment, ça c'est très flagrant, les problèmes de démocratie, les limites de la démocratie représentative, tous les pays ont ce problème-là et essayent d'améliorer le fonctionnement. Et il y a un désamour entre les peuples et les élites. Avant de parler de la démocratie et de l'aspect politique, vous dites, par exemple, sur les élites françaises, qu'elles seraient particulièrement repliées sur elles-mêmes, plus que les autres, et particulièrement, vous utilisez le mot, inefficaces. Pourquoi les élites françaises sont-elles inefficaces? C'est-à-dire que si on compare avec nos voisins, on voit bien que les Allemands défendent leur industrie. Bon, c'est des leaders mondiaux de l'industrie, donc on les comprend. Les élites anglaises défendent la finance. Bon, ils sont leaders de la finance. La City de Londres. La City de Londres, bon, on les comprend, même si après on peut discuter. Mais qu'est-ce qu'elles défendent des élites françaises? Moi, je veux dire, si vous savez, moi, ça m'intéresse. Mais les intérêts des grands groupes français. Oui, mais enfin, on voit bien qu'il n'y a rien de vraiment tangible. Alors, ce que je suppose, moi, c'est qu'en fait, elles défendent cette espèce de tension féconde qu'historiquement on a entre
les élites et le peuple, qui fait qu'au bout d'un moment, le peuple s'énerve et fait une révolution. Ouais. Parce qu'on a eu 1789, on a eu 1830, 1848, on a eu la Commune de Paris. Enfin, c'est assez récurrent dans notre histoire. Là, peut-être qu'on en aura dans quelques années. Vous avez prononcé le mot révolution, hein, vous en listez plusieurs dans votre livre. Vous parlez d'une révolution dont le monde aurait besoin, d'après vous. Hein, une révolution dans le domaine de la finance. Alors là, la finance, vous dites, on se rappelle d'un candidat à la présidentielle qui avait dit le monde de la finance, hein, c'est mon ennemi, hein, mon ennemi c'est la finance. Et vous désignez les méga banques de l'oligarchie bancaire qui règnent sur le monde. Carrément. Oui, c'est-à-dire qu'on sent bien que le pouvoir réel, il est passé aux mains de la finance. Il a été, les politiques, progressivement, depuis les années 70, ont donné les clés à la finance. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? La finance a trouvé de nouveaux clients. Ce sont les États qui sont obligés de s'endetter auprès du système financier. Et comme le système monétaire international il n'existe plus depuis les années 1971, la fin de Bretton Woods. On a des monnaies flottantes et du coup, ils ont inventé les produits dérivés pour dire, attendez, on a une solution à ce problème de monnaie flottante et d'incertitude. Mais donc voilà, ils font du business sur l'incertitude et la volatilité et finalement, ils créent un monde encore plus instable. Et comment on va réformer alors ce monde de la finance ? Parce que vous dites, c'est ça qui sera le plus dur. Oui, là ça va être difficile parce que fondamentalement la finance est plus agile que l'économie réelle. Hein, on peut faire une transaction en quelques secondes. Par contre, s'il s'agit de réformer une entreprise, former le personnel, ça prend des mois, voire des années. Le temps de la finance est très court. Voilà. Et donc du coup, à partir du moment où on l'a laissé s'échapper, dès qu'on parle de la réguler, elle s'en va ailleurs. Donc là, on a quelque chose qui va être très difficile à faire et qui va nous prendre quelques décennies probablement. Vous parlez aussi d'une révolution dans le domaine de la vie politique, de l'État, et vous proposez un Sénat citoyen. Donc on vire le Sénat actuel, ou même carrément tout le Parlement. Je ne sais pas si l'Assemblée nationale, on la garde. Non, on la garde, ça c'est important. On garde l'Assemblée nationale et alors on remplace le Sénat par un Sénat citoyen tiré au sort. Tout à fait. Alors là, on lui donne une seconde jeunesse, si on veut le présenter de manière diplomatique. On peut le dire comme ça. Hein, voilà, mais c'est la même chose. On peut dire qu'on vire aussi nos vieux sénateurs. Et l'idée, c'est que du coup, cette Assemblée populaire va pouvoir contrôler, se présente pas comme des experts, hein, c'est des citoyens tirés au sort. Ils vont questionner les projets de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Par contre, l'idée, c'est que ce n'est pas uniquement consultatif. Ils ont le droit de dissoudre l'Assemblée nationale et de révoquer le gouvernement. Donc, ils questionnent. Donc, c'est une vraie assemblée. C'est une vraie assemblée et il faut répondre à leurs questions. En gros, il ne faut pas les énerver. Et le jeu de chat et la souris entre les élites et le peuple continue, hein, parce qu'il y a toujours des petites choses subtiles à régler. Ce n'est pas simple, finalement, la politique. Les extrêmes proposent des solutions simplistes. On a bien compris que ça n'irait pas. Mais donc, le jeu de chat et la souris entre le peuple et les élites continue. Mais maintenant, avec cette révolution, ce serait le peuple, le chat. C'est ça qui change. C'est pas mal. Voilà. La perspective change. Alors un mot comme sur l'Europe, parce que vous dites quelque part que l'Europe, c'est le salut de la France dans un monde multipolaire, mais en même temps, vous dites que l'euro était une erreur. Alors, l'euro a été mal conçu. On comprend, hein, dans un monde instable, les Européens, financièrement, avec des monnaies qui flottent, les Européens se disent on va faire une zone de stabilité. On comprend l'idée, c'est pas idiot. Par contre, ça a été fait de manière très dogmatique, en suivant l'économie néoclassique, donc là, voilà, et puis de manière très rigide. Ouais. Et là, on voit bien que si on n'a pas de système de solidarité, les Allemands sont très attachés aux règles, mais les règles sont un peu idiotes, c'est le consensus de Washington, finalement. Et ça ne fonctionne pas. Donc là, au niveau de l'euro, il faudrait trouver le moyen de l'assouplir. Ouais. Et le modèle républicain français peut s'insérer, peut s'inscrire, peut trouver son salut dans l'Europe ? Alors là, c'est là que je pense qu'il faut qu'on reconnaisse que chaque pays a sa fable de cohésion. Hein, certes, on a des éléments partagés au niveau de l'Occident, mais on a aussi des éléments nationaux. On a bien compris, par exemple, récemment que c'était idiot de demander aux Grecs de faire comme les Allemands. Donc il faudra, si on veut avancer vers le fédéralisme en Europe, identifier... En même temps, c'est ce qu'on leur demande encore. On utilise les mêmes règles pour les Grecs. Exactement. Mais il faudra demander à ce que chaque pays identifie mieux sa fable de cohésion et qu'on en tienne compte dans les politiques qu'on va pouvoir mener. Et notamment, le modèle français, c'est un État fort. Le problème, c'est que c'est un État pas très efficace. Puissant, hein, mais très bureaucratique. Alors on a de la bureaucratie. Vous en parlez aussi de la bureaucratie. Voilà, on a de la bureaucratie
dans le privé et dans le public. Il ne faut pas oublier que c'est des deux côtés. Et si, avec le Sénat citoyen, je pense qu'on pourrait avoir un État fort, mais plus efficace, plus à l'écoute du peuple. Si je résume votre pensée, on pourrait dire qu'il faut changer d'air, c'est vous qui le dites, d'air, accent grave RE, mettre l'homme au centre. Ce sera sans doute plus facile à dire qu'à faire. Exactement, là il faudra une révolution. Je renvoie à votre livre très intéressant, Le syndrome de Marie-Antoinette, que faire lorsque les élites ont perdu la tête. Merci beaucoup d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup.